Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Hop. Aujourd'hui, nous allons traiter de la modélisation et du calcul d'un château d'eau sur Airfm, donc logiciel de calcul par élément fini. Je serai votre présentateur Damien Tonnet. Tout au long de ce webinaire, il y aura également M. Cosmacia qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions. Pour les questions, vous pouvez utiliser l'interface dédiée donc de GoToWebinar, donc le chat, ici que vous retrouverez au niveau de cette zone-là. Vous pouvez ensuite, on pourra y répondre. Donc dans ce webinaire, nous allons commencer par voir un peu tout ce qui est réglementation sur le calcul pour les châteaux d'eau et les réservoirs. Ensuite, nous allons voir les différents types d'actions qui doivent être considérées et qui peuvent s'appliquer sur les châteaux d'eau ou sur les réservoirs en béton. Et ensuite, nous passerons sur les différents modules disponibles sur Airfm qui vous permettent de faire toutes les vérifications nécessaires sur le béton, sur les structures en béton, que ce soit les surfaces ou les poutres béton. Et puis, on passera ensuite sur l'exemple du château d'eau sur Airfm avec la modélisation, l'application des charges. On va passer rapidement, on présentera Airwind Simulation, donc pour tout ce qui est charge de vent. Et puis, on regardera ensuite la partie vérification au niveau des armatures et du béton, donc avec les modules dédiés. Donc, sur la réglementation, au niveau de la partie Eurocode sur les châteaux d'eau et sur les réservoirs en béton, on va regarder donc sur les Eurocodes, l'Eurocode 0, l'Eurocode 1 pour tout ce qui est action sur les structures, puis après on regardera également l'Eurocode 2 pour tout ce qui est partie béton. Et également, quand on aura de l'analyse sismique, on pourra aussi regarder la partie Eurocode 8. Bien sûr, on consultera les Eurocodes avec les annexes nationales en fonction du lieu du projet. En complément des Eurocodes, sur cette partie-là, on aura également les cahiers des clauses techniques générales de travaux. Donc on va retrouver notamment ici deux fascicules, le fascicule numéro 65 et plus particulièrement pour les réservoirs en béton, la construction des réservoirs en béton, le fascicule numéro 74, qui vont donner aussi des indications et des informations sur les différents points à contrôler, les points spécifiques. Mais ces fascicules ne remplaceront pas les Eurocodes, les normes. Donc ici, au niveau de notre exemple, on va traiter un château d'eau donc avec une dimension, une hauteur totale ici de 34,5 mètres. La hauteur du fût, donc la partie inférieure, on aura une hauteur de 17 mètres avec un rayon de 4 mètres pour le fût. Et au niveau de la cuve, donc la partie conique, on va avoir une hauteur de 17,5 mètres, un rayon inférieur donc égal au fût, donc de 4 mètres, et puis un rayon supérieur de 12 mètres. Donc total, ce château d'eau avec cette cuve aura une capacité de 2700 mètres cubes d'eau. Ici, on a précisé que ce sera en type C2 au niveau de la partie étanchéité. Donc pour les ouvrages en béton, on aura différents types de classification sur les revêtements d'étanchéité. Et donc là, on sera sur une classe d'étanchéité 2. Ensuite également sur la partie contrôle sur les ouvertures de fissures, lorsqu'on travaille sur des réservoirs, il y aura une règle spécifique à respecter quand on voudra contrôler cette partie-là. Donc pour le contrôle des fissures, le WK1 va dépendre de la hauteur de pression hydrostatique, pardon, donc c'est-à-dire la profondeur à laquelle on se trouve pour le contrôle par rapport au niveau de l'eau, et ensuite également, donc c'est un rapport entre la hauteur de pression et l'épaisseur du voile.
Donc en fonction du résultat, on devra contrôler l'ouverture de fissure avec une valeur de référence soit de 0,2 mm, soit de 0,05 mm. Et pour les valeurs intermédiaires, on pourra effectuer une interpolation linéaire. Ensuite, sur les types d'actions qui pourront s'appliquer sur ces types de structures, donc on va déjà retrouver les actions permanentes, donc c'est-à-dire le poids propre de la structure, et ensuite la partie équipement également. Et également, dans ces structures en béton, on va pouvoir aussi prendre en compte des actions ici spécifiques au béton, c'est-à-dire le retrait, le fluage ou des précontraintes au niveau des structures en béton. Les autres types d'actions possibles, ce seront les actions variables, donc notamment ici la pression du liquide contenu dans le réservoir, dans la cuve. Ensuite, on aura également tout ce qui est charges climatiques, neige et vent. Des charges d'entretien, donc ici elles seront fixées notamment par le cahier 74, donc avec une valeur de 2 kN par mètre carré sur les planchers et passerelles, et de 1 kN par mètre carré au niveau de la toiture. D'autres points qui seront aussi à considérer, ce seront les variations de température entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir, donc qui vont avoir des effets au niveau de la structure, et également les gradients thermiques entre deux faces, donc c'est-à-dire lorsque vous avez la course du soleil, quand vous suivez la course du soleil, vous allez avoir différentes faces qui seront exposées, et donc vous aurez des variations de température en fonction de la course du soleil. Donc ça aussi c'est des choses qui peuvent être à prendre en compte sur ce type de structure-là. Un point spécifique ici, c'est étant donné qu'on considère que la pression, que le niveau d'eau reste ici dans notre réservoir à niveau constant, et on va avoir très peu de variations de ce niveau-là, on va pouvoir pour l'EALU considérer un coefficient partiel de 1,35 au lieu de prendre un coefficient pour donc les actions variables de 1,5. Donc là, on va passer avec, pour la pression du liquide, avec un coefficient de 1,35 dans les combinaisons ELU. D'autres types d'actions, ce seront les actions accidentelles, donc les actions sismiques, les chocs, les incendies ou des conditions climatiques exceptionnelles, ou bien encore, dans le cas des réservoirs, où on aurait des variations, on peut aussi considérer des niveaux accidentels au niveau du liquide dans le réservoir. Et de façon générale, sur tout type de réservoir, on peut avoir d'autres types d'actions encore, comme des charges liées à la phase de construction, donc là avec un phasage au niveau de l'étude, les effets de carène du liquide, donc dans la cuve, dans le cas où elle serait pas négligeable. Également, dans le cas de réservoirs enterrés, on peut aussi avoir la poussée d'éther. Et également, si on a de l'eau au niveau extérieur, on peut avoir aussi la pression et le poids et la pression de l'eau à l'extérieur du réservoir. Et aussi les actions du terre-plein. Donc après, on retrouvera d'autres informations, comme je vous dis, dans les eurocodes ou bien dans les fascicules qui sont là pour aider à la conception de ces projets-là. Au niveau de RFEM, pour la partie vérification des structures en béton, on va retrouver différents outils. On va retrouver notamment RF Concrète, qui est du coup un module dédié à la vérification du béton. Ici, il se décompose en deux parties. On a RF Concrète Surface et RF Concrète Members. Avec RF Concrète Surface, donc vous allez pouvoir effectuer les vérifications ELU et ELS, selon les différentes parties indiquées ici, et également avec RF Concrete Members, là vous allez pouvoir aussi faire les vérifications ELU, ELS, effectuer les contrôles de flèche, et aussi effectuer la vérification par rapport à la résistance au feu.
En complément, on aura également RF Concrete Deflect pour RF Concrete Surface qui permet de faire les analyses notamment de déformation au niveau des surfaces, et également RF Concrete NL qui va permettre de prendre en compte ici les non-linéarités au niveau du béton armé. On aura également d'autres outils dédiés à la vérification des structures en béton pour la partie pour les poteaux, donc avec RF Concrete Columns, qui va permettre ici d'effectuer des vérifications si nécessaire avec la méthode de la courbure nominale. On aura également RF Punch Pro pour tout ce qui est contrôle au niveau du poinçonnement et le calcul des armatures de renforcement au niveau du poinçonnement. Et on aura RF Foundation Pro pour tout ce qui est conception et vérification de fondations isolées. Donc on va pouvoir passer à l'exemple sur RFEM pour commencer à modéliser et puis charger et calculer le projet. Donc ici on est sur RFEM, on retrouve la barre d'outils. Ici un navigateur de projet, on aura différentes données qui vont être référencées et qui va se décomposer en différentes parties, avec une partie pour tout ce qui est réglage d'affichage, une partie qui vous permet de créer des vues, et puis ensuite on aura les résultats. Vous avez ici l'interface graphique où on va pouvoir manipuler et construire le modèle, et vous avez une quatrième partie qui est la zone de tableur où vous allez voir au fur et à mesure que vous allez créer des données, elles vont aussi se référencer ici. On peut également passer par ces tableurs-là pour créer des données. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour construire un modèle, vous pouvez directement modéliser en traçant des lignes ou traçant des barres et des surfaces directement au niveau de l'interface graphique. Par exemple, ici, je trace une ligne. Vous pouvez directement tracer et modéliser ici. Vous pouvez aussi importer des calques en PDF pour construire vos modèles ou effectuer des imports-exports avec d'autres solutions de dessin. Et ici, aujourd'hui, on passe par les tableurs et on va directement importer des données d'un fichier Excel. Donc, par exemple, il se peut que sur certains projets, vous ayez peut-être déjà, ou sur des projets récurrents, vous ayez déjà pensé à développer des fichiers Excel qui généreraient automatiquement vos structures au niveau de RFEM. Derrière, ici, on va pouvoir le faire. Donc ici, on a défini différents nœuds déjà par rapport à la structure. On a défini les lignes avec les connexions aux différents nœuds. Après, par la suite, si on a déjà des informations sur les barres, sur les matériaux, tout ça, c'est des données qu'on peut importer via des fichiers Excel également. Donc là, ici, moi, j'ai les nœuds et les lignes, et c'est ce fichier-là qu'on va importer dans RFEM. Donc après, si vous programmez également sur Excel, on peut développer un fichier Excel intelligent où vous rentrez juste les dimensions qui vous intéressent et ça génère toutes les données que vous souhaitez. Donc ici, pour importer mes données, je vais venir dans Fichier, Importer. Et ici, vous avez la possibilité d'importer des feuilles de calcul Excel. OK. Donc là, il détecte le fichier Excel qui est ouvert sur mon poste. Il détecte les deux feuilles, les deux fichiers de tableur, donc fichier, la feuille avec les nœuds et la feuille avec les lignes. Donc c'est ces données-là que je vais importer. Donc là, il a importé les données, on les retrouve ici, les nœuds et les lignes. Et donc là, ici, j'ai le profil qui a été généré, donc par rapport à ce que j'avais fait sur Excel. Donc une fois que j'ai importé ces données-là, on va pouvoir créer un volume par une rotation. Donc ici, je sélectionne les lignes, je vais créer des barres à ce niveau-là, et puis ici, au niveau du réservoir,
Donc je sélectionne également ces deux nœuds là. Au passage, ici on peut voir que le tableau, les lignes sont surlignées en jaune, donc ça correspond aux données que j'ai saisies, que je viens de sélectionner et qui sont affichées en rouge dans l'interface graphique. Donc ça me permet de repérer aussi dans les tableaux, quand je sélectionne des éléments dans la zone graphique, elles s'affichent, elles sont repérées dans le tableau, et dans les tableaux également. Donc ici, je vais ensuite aller sur l'outil de copie par rotation. Ici, on va faire des rotations de 90 degrés. On va faire 4 copies. Le centre de rotation, donc c'est bien le point 0, ici, autour de l'axe Z. Et je vais aller dans les paramètres. Ici, vous pouvez activer ces données-là, ces options-là. Donc ça, c'est des fonctions qui vous permettent de créer des lignes entre les nœuds copiés. Ici, on va générer, au niveau des deux nœuds que j'ai sélectionnés, on va générer des barres au niveau des copies. Donc là, je peux créer une nouvelle section pour ces barres-là. Là, je vais en créer une et après, je viendrai les modifier après si je souhaite. Donc ici, pour les sections, soit vous savez déjà ce que vous voulez, le nom de la section que vous voulez renseigner, donc vous pouvez directement hop, vous pouvez directement la taper ici et elle s'affiche et elle est créée. Soit vous passez ici par la bibliothèque de section ou les raccourcis que vous avez là et on peut venir créer ici. Moi je crée la même 450 par 450, la même section. Donc là vous voyez, on retrouve le nom que j'avais renseigné ici. Voilà, ici au niveau du matériau, donc j'ai déjà sélectionné le béton que je souhaite utiliser sur ce projet. Ok, après sinon vous retrouvez la bibliothèque de matériaux ici, avec les différents matériaux possibles, et après les référencements selon les différentes normes. Ok, ok. Donc là j'ai créé ma barre, et ici on a activé également la création de surface entre chaque ligne copiée, ce qui va permettre de générer le modèle 3D. Donc on peut valider. Ok, ok. Donc ici, on vient de créer, de faire 4 copies par rotation et de créer du coup les surfaces et également les barres. Donc ici, on va pouvoir ensuite venir assigner des propriétés au niveau des surfaces. Donc si vous voulez, on peut passer en transparent. Donc là, on retrouve le fût. On retrouve ici une zone, un plancher pour éventuellement une zone technique. Et puis ensuite, le réservoir, ici, avec la zone d'accès, ici. Donc on va commencer par définir donc les propriétés au niveau des parois ici extérieures. Donc, je sélectionne les surfaces, je double-clique dessus, je vais définir en surface standard, et là on va définir une épaisseur de 250 mm. Ok. Ensuite, on va venir sélectionner le plancher ici, et puis la toiture, la couverture. On double-clique dessus. Donc là, je vais les laisser en 180 d'épaisseur. Et puis ensuite, on va pouvoir venir s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avec une affichage par des éléments par transparence, ça permet de sélectionner et de saisir aussi ce qui est caché à l'intérieur du modèle. Donc là, j'ai cette zone, donc ce cône là qu'on va définir
avec une épaisseur de 200. Et puis ici, le fût à l'intérieur, on va lui définir une épaisseur de 150 mm. Ok. Donc là, si je me mets de nouveau avec l'affichage, donc là, moi j'ai affiché avec un code couleur. Si là vous refaites la même chose, vous aurez sans doute cet affichage-ci en standard, donc avec tous les éléments grisés par rapport au matériau. Donc comme on est sur du béton, on est couleur gris. Mais si vous souhaitez afficher par exemple avec des codes couleurs, soit par section, soit ici dans mon cas avec un code couleur par épaisseur de surface, vous pouvez venir sélectionner d'afficher avec un code couleur selon les épaisseurs de surface. Ensuite, ici par exemple, donc là on voit qu'on a 4 codes couleurs, 4 couleurs différentes, puisqu'on a 4 épaisseurs différentes dans notre modèle. Donc si je fais masque certains éléments, voilà par exemple, voilà, là on retrouve bien les codes couleurs et les différentes épaisseurs pour nos surfaces. Avant de continuer, on va juste modifier les barres, la section des barres pour cette partie-là. Hop. Donc là, par exemple, on peut partir sur du 300. Ok. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, le modèle est construit, la structure est réalisée. Il faudra juste définir des appuis. Donc on sélectionne par un lasso la base. Et puis là, je vais définir des appuis articulés. Après, si vous souhaitez prendre en compte des raideurs ou des non-linéarités au niveau des appuis, vous avez également la possibilité, donc dans les réglages, dans la définition des appuis, vous pouvez définir ces propriétés-là. Ou si après vous avez les raideurs par rapport aux compositions de sol, c'est également possible de les renseigner. Ok, ok. Avant de poursuivre, ici il va y avoir un point important à contrôler vu qu'on va venir appliquer des charges sur les surfaces pour le réservoir. Ça va être de contrôler l'orientation des axes locaux des surfaces. Donc si je me mets par exemple en transparent et que j'affiche les axes locaux des surfaces, donc ici je vois que le fût, l'axe Z est orienté vers l'intérieur. Ici pour ces parois extérieures, elles sont orientées également à l'intérieur. Donc quand je regarde le cône à l'intérieur, on voit que ça rentre, le Z part vers le bas. Donc moi quand je vais appliquer une pression par rapport à l'eau qui est stockée dans le réservoir, cette pression-là, je vais lui demander à ce qu'elle suive, qu'elle s'oriente selon l'axe Z local. Donc pour avoir juste une seule pression à définir, une seule charge à définir qui s'appliquera sur toutes les surfaces de la zone de la cuve, bah, je vais orienter les surfaces de la cuve qui sont en contact avec l'extérieur. Ici, je vais les orienter vers l'extérieur. On peut éventuellement aussi sélectionner le fût et on va juste au niveau des surfaces inverser le système d'axes locaux et donc là ils sont orientés vers l'extérieur. Ce qui fait que quand je vais appliquer de la pression à l'intérieur, ça va bien s'appliquer dans cette direction là, de l'intérieur vers l'extérieur, et ici sur le cône intérieur ce sera bien dans la bonne direction également. Et si vous regardez la zone à l'intérieur, ce sera bien orienté également. Voilà. Ensuite, pour masquer ces axes locaux, il suffit juste de cliquer droit sur une surface et de désactiver les axes locaux. Également, au niveau des barres, ici, par défaut, au niveau de RFM, l'axe Z des barres sera orienté vers le bas.
Sauf que nous, comme ensuite on fera des vérifications, on va modifier l'orientation également des barres, de l'axe local des barres. Et on va faire une rotation à 90 degrés. OK. Et si j'affiche les axes locaux des barres, on les voit ici. Donc soit vous faites une rotation de 90, soit de moins 90. On peut faire l'inverse. Voilà. Donc pourquoi ce réglage-là? C'est également pour après anticiper sur le module pour contrôler les poutres en béton. C'est-à-dire que vous allez avoir ici une face comprimée et une face tendue. Et donc ici ce sera selon l'axe Z, la référence. Ok. Donc maintenant que le modèle est fait, on va pouvoir venir créer les cas de charge et ensuite définir les charges. Donc ici je vais créer les nouveaux cas de charge. Donc on va avoir un premier cas de charge qui sera le poids propre, un autre cas de charge qui sera la pression d'eau dans le réservoir. Donc ici, je le précise, c'est un permanent, c'est au niveau de la catégorie d'action qu'elle est permanente d'exploitation. C'est pour justement garder par la suite dans les combinaisons une valeur, un coefficient partiel de 1,35. Ensuite, je crée un cas de charge. Je vais peut-être avoir un cas de charge imposé. Ici sera le cas de charge pour les charges d'entretien. Et puis un nouveau cas de charge pour la neige. On va créer. Et on verra par la suite pour le vent. Ok. Ensuite, si vous continuez, vous retrouvez les actions. Et ensuite, les expressions de combinaison qui seront générées selon l'Eurocode. Vous retrouvez les informations sur les combinaisons. Et derrière, les combinaisons sont générées de façon automatique. Vous pouvez toujours venir rajouter par la suite d'autres combinaisons, si vous souhaitez en créer d'autres. Et aussi, vous avez la possibilité de désactiver cette génération automatique de combinaisons si vous le souhaitez. Ensuite, sur les charges, donc le poids propre est déjà actif. Donc je vais aller sur la partie pression. Donc le cas de charge pression, ça va être la pression de l'eau sur les parois de la cuve. Donc ici, pour cette partie-là, on va venir créer une charge variable libre. Donc pour cette charge variable libre, on va avoir une variation de la charge selon la direction Z globale. Notre pression elle va s'appliquer selon l'axe local Z des surfaces. Et ici, on va avoir une pression, donc au niveau de la pression de l'eau, ici, de 1000 décanewtons par mètre carré. Je vais définir ici une zone, donc juste pour détecter la zone d'application de la charge. Donc, je la définis ici. Et ensuite, je vais sélectionner les surfaces sur lesquelles cette pression va s'appliquer. Donc ici, vous pouvez sélectionner directement toutes les surfaces du réservoir, de la cuve. OK. Et ici, on va définir la variation au niveau de la direction Z. Donc, le haut du fût est à 17 mètres, donc c'est le début de ma cuve. Donc ici, je vais avoir une hauteur de liquide de 14 mètres.
Et ensuite le Z, donc où le liquide s'arrête, on sera à 33, 31, 31 mètres, et donc à 31 mètres, j'aurai une pression nulle au niveau de cette zone-là. Alors je vais recommencer. Toc, j'avais dit 17, 14, 31 et 0. Voilà. Donc là, j'ai la courbe de variation de pression. Après, si vous avez d'autres variations à faire, c'est également possible avec cette fonction-là. OK. Et OK. Donc ici, vous avez la modélisation de la charge. Si vous voulez voir comment elle s'applique sur les surfaces, on peut juste, par exemple, ici, lancer le calcul. Et donc là, j'affiche ici ce qu'on voit ici à l'écran, donc c'est la distribution de charge. Et donc là, j'ai la distribution de la pression au niveau du réservoir. Donc ça permet de voir comment la variation aussi de pression dans le réservoir. Et après, vous pouvez également afficher la déformation. Et si vous voulez voir la coupe pour la diffusion de la répartition de la charge au niveau du réservoir, on peut également faire une coupe. Je vais créer une coupe numérique. On va par exemple se mettre là. Ok, dans la direction X. Uniquement sur cette partie-là. Ok. Et du coup, si j'affiche la distribution PZ, ici on peut voir la variation de charge via la coupe également. Voilà. Ensuite, on va venir définir la charge imposée. Donc on avait dit que la charge imposée c'était les charges d'entretien. Donc je définis une charge ici sur fascique de 200 décanewtons par mètre carré. Donc là, comme je suis orienté selon l'axe global Z, donc je rajoute le moins. Et on vient appliquer également une charge ici. Donc là, on a fait le choix d'intégrer les deux charges en même temps, dans le même cas de charge. Ok. Ici, donc charge d'entretien. Et puis la charge de neige, donc là j'ai déjà les surfaces de sélectionner, donc je vais pouvoir appliquer la charge. Donc de moins 44 décanewtons en Z projeté. Voilà. Donc là maintenant j'ai mes charges de générer sur mon modèle. Ok. Et mes combinaisons. Pour la partie charge de vent, donc vous pouvez, de la même façon qu'on a créé des charges avec les charges variables libres, c'est possible d'appliquer des charges variables qui vont varier selon le niveau Z, mais également en périphérie, donc des parois de la structure. Ou bien après, on va également pouvoir utiliser un nouvel outil que je vais vous montrer. Je vais vous présenter ce nouvel outil, donc ce sera Airwind Simulation. Donc c'est un programme autonome, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser avec Airfem, mais aussi de façon individuelle. Donc un programme autonome de simulation CFD, donc pour de la simulation ici de vent. Vous allez pouvoir donc importer directement vos modèles Airfem ou AirStab dans Airwind Simulation.
Vous pourrez également considérer le milieu environnant, c'est-à-dire que là, dans cette capture ici, vous avez uniquement le réservoir, mais si vous souhaitez intégrer des éléments par rapport à des structures alentours, vous pouvez également les intégrer pour avoir les effets du flux du vent qui va varier selon l'environnement. Vous pouvez donc ainsi prendre en compte les turbulences. On va pouvoir visualiser les flux et ensuite vous pourrez donc récupérer les pressions, les charges qui s'appliquent, les charges de vent qui s'appliquent sur la structure. Elles pourront être récupérées dans RFEM et dans RSTAB. Donc juste un petit aperçu ici de l'animation du flux. Donc ici on peut voir donc le flux de vent et les effets du vent avec par rapport à la géométrie de la structure. Donc ça c'est un produit qui sera prochainement, très prochainement disponible. Donc je peux repasser à RFEM. On consacrera un webinaire à cet outil prochainement également pour vous présenter toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil. Donc ici, je vais passer directement au modèle chargement. Donc ici, c'est le modèle qui a été chargé après une analyse dans Airwind. Ici, j'ai la répartition par rapport à la distribution de charge, donc là dans la direction X, par rapport à la pression du vent. Je peux également dans les résultats donc afficher d'autres directions, par exemple si je veux avoir les indications par rapport à FY ou FZ, c'est également possible. Ça permet de voir les effets. Donc là c'est la distribution de charge. Et ensuite ce que en fait vous allez récupérer de Airwind, ce sera ici toutes les charges qui ont été calculées pour chaque point de maillage EF. Donc là, ici, j'ai mon cas de charge de vent qui est créé et qui est disponible. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, vous avez maintenant toutes les combinaisons qui sont calculées, cette fois-ci avec le cas de charge CC5 qui correspond au vent dans la direction 0. Donc la direction 0, ce sera un vent qui arrive dans cette direction-là, dans la direction X ici. Si vous regardez la déformation, on peut le voir. Voilà. Donc, une fois que vous avez toutes les combinaisons de calculées, vous pouvez déjà lancer un calcul si vous voulez consulter déjà les résultats du modèle. Donc après, par exemple, je pars sur une combinaison aléatoire, par exemple celle-ci. Hop. Vous pouvez déjà consulter les résultats dans les surfaces, dans les barres, les résultats de déformation. Et ensuite, on pourra passer à la partie vérification avec RF concrète surface et ensuite RF concrète members. Donc là on peut voir au passage, lorsqu'il calcule, on a aussi les déplacements qui s'affichent. Donc là on avait une déformation de 14 mm. Et donc là, au niveau des résultats, vous pouvez déjà consulter les résultats. Donc comme je disais, les déformations. Donc là c'est une déformation qui est avec un facteur d'amplification que vous pouvez ajuster. Vous avez également possibilité de consulter les résultats au niveau des barres. Donc là, les efforts internes, par exemple, les efforts normaux.
Et vous avez également les résultats au niveau des surfaces. On peut consulter également. Donc les déformations locales des surfaces, mais également les efforts internes, les efforts principaux dans les surfaces ici en béton. Donc voilà. Et vous avez également les réactions d'appui qui sont disponibles. Donc si vous affichez ici par exemple les réactions d'appui ici, ici on affiche donc PZ, PY, et si vous voulez vous pourrez aussi afficher PX en local ou en global. Ok. Donc maintenant qu'on a le modèle de fait chargé, on peut passer à RF concrète surface. Ici, donc, dans RF concrète surface, vous allez pouvoir contrôler les surfaces en béton, calculer les quantités d'armature. Donc ici, on va sélectionner tout d'abord la norme qui nous intéresse, et puis l'annexe nationale. On retrouve différentes annexes disponibles. Si vous voulez savoir ce qui est pris en compte dans cette annexe, vous pouvez cliquer sur modifier par exemple, et là vous allez avoir toutes les catégories, toutes les informations sur les coefficients, différents facteurs, les différentes propriétés qui sont prises pour les vérifications, avec systématiquement les renvois au chapitre de l'Eurocode 2. Donc ici ensuite vous allez pouvoir sélectionner les combinaisons ELU et les combinaisons ELS qui vont servir pour le contrôle. Donc je sélectionne les combinaisons ELU, les combinaisons ELS, je les transfère. Ici pour le LS, vous avez cette partie-là, où vous retrouvez notamment, tout à l'heure on a présenté qu'il était possible de prendre en compte les non-linéarités. Donc là, vous avez justement l'option non-linéaire qui est disponible. Et ici, dans les options analytiques, vous pouvez ici activer par exemple la vérification des contraintes dans le béton. Donc ici, on va l'activer. Puis si vous voulez contrôler par exemple les déformations ou bien aussi prendre en compte le fluage ou le retrait, vous pouvez aussi activer RF concrète deflect. Donc là ici, moi je reste comme ça, je valide et je ferme. OK. Dans détail, ici, vous allez retrouver aussi donc ce tableau-là avec des informations par rapport aux états limites de service, avec ici les informations selon les différentes vérifications qui sont liées du coup aux différents types de combinaisons de charges ELS qui seront sélectionnées. Par exemple, si vous regardez, pour le contrôle de l'ouverture des fissures, ce sera uniquement sur des combinaisons fréquentes et quasi permanentes où cela sera effectué. Et ensuite, les différents contrôles sur la partie béton, contrainte dans le béton et contrainte dans l'acier. Ensuite, vous retrouvez la partie matériaux avec les propriétés du matériau qui est assigné aux surfaces. Si vous voulez essayer avec une autre classe de matériaux, de classe de résistance de béton, vous pouvez éventuellement venir modifier ou aller chercher dans la bibliothèque une nouvelle classe de béton pour essayer si une autre classe pourrait passer. Vous retrouvez ensuite toutes les surfaces avec les informations sur les épaisseurs des surfaces qui sont prises en compte et qui sont modélisées dans RFEM. Ici, vous avez les réglages sur le contrôle de contraintes. Donc là, ici, on reste avec les propriétés selon la norme. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir appliquer un nouveau facteur. Et ensuite, pour le contrôle de l'ouverture des fissures, donc ici, vous pouvez également sélectionner les valeurs limites selon la norme ou les définir manuellement. Là, je reste avec les propriétés selon la norme. Ici, on va juste activer la vérification avec le calcul direct des ouvertures selon la partie 7.3.4. Ici, ça va s'appliquer à toutes les surfaces, ce réglage-là.
Si vous avez des réglages différents pour différentes surfaces, vous pourriez les effectuer. Et ensuite, on passe à la définition et au réglage sur les armatures. Donc ici, on va différencier deux parties, la cuve et le fût. Donc, je vais déjà définir les éléments pour les réglages pour les armatures de la cuve. OK. Ici, vous pouvez effectuer le réglage sur l'enrobage. Donc soit vous le définissez manuellement, soit on peut le définir selon la norme. Donc, par exemple, là, je pars sur du XC4. Donc derrière, ça va me calculer l'enrobage à respecter, l'enrobage minimal. Donc ici, on le voit. Ensuite, vous pouvez partir sur les armatures longitudinales. Donc ici, on va demander à récupérer les armatures requises pour la vérification ELS, pour les armatures de base prévues. Et ensuite, on a les réglages dédiés, donc spécifiques à l'Eurocode 2. Donc ici, on reste sur des armatures minimales qui vont être plutôt pour des éléments en flexion, pour les dalles. OK. Et puis là, on reste également avec ce réglage-là pour l'optimisation des efforts internes de calcul pour des éléments qui vont travailler en flexion ou traction sur les éléments de la cuve. Ensuite, je vais utiliser ces réglages-là pour en faire une copie. Donc je crée une copie. Cette fois-ci, ça va être les réglages pour le fût. Et donc là, j'ai bien les dernières surfaces qui sont sélectionnées automatiquement. OK. Ici, ce qui va changer, c'est qu'on va être sur des éléments qui vont être en compression, des voiles. Donc je change juste ce réglage-là. Et je garde tous les autres réglages identiques. OK. Donc ensuite, on pourrait pouvoir lancer le calcul sur cette partie-là. Avant de passer sur le calcul sur les résultats, on va repasser sur le RF Concrete Members. RF Concrete Members se présentera de la même façon. Donc là, vous retrouvez ici la sélection de la norme, de l'annexe. Vous retrouvez les informations sur l'annexe juste en cliquant sur ici pour modifier. Vous pouvez consulter les données. Vous avez ensuite ici donc la sélection des données pour l'ELU, pour l'ELS, et également ici la possibilité de sélectionner les combinaisons pour la vérification de résistance au feu. Vous retrouvez ensuite les matériaux, les sections, avec ici une possibilité d'optimiser les sections. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez lui préciser à ce qu'il cherche par exemple une largeur de section entre par exemple 100 mm et là 991 mm avec un incrément de 45. Ça, vous pouvez le modifier. Par exemple, je veux au maximum 500. Oui, c'est ça, 500. Et puis avec un incrément de 10 mm. Puis même chose, vous pouvez régler ça sur la hauteur ici. Donc là, moi, je laisse comme ça. Vous avez également les conditions d'appui qui seront possibles de régler en fonction si vous êtes sur du monolithique ou si vous êtes avec des appuis, par exemple, ce ne sera pas le cas ici, mais c'est juste pour vous montrer. Donc le cas d'une poutre sur un appui, le cas d'une poutre avec une liaison monolithique avec l'appui, ou bien dans le cas où on a des poutres sur des poteaux, on peut avoir également ce type de définition-là. Donc derrière, ça change également les valeurs qui seront prises et pour la vérification. Hop. Et ensuite, on a la partie réglage sur les armatures. Donc ici, on va régler toutes les armatures, enfin toutes les barres avec le même réglage. Donc ici, vous pouvez demander à ce qu'il fasse une optimisation qui recherche entre différents diamètres d'armature
celui qui conviendra le mieux. Vous pouvez également ensuite régler les cadres, donc également avec aussi une sélection des diamètres, régler l'inclinaison et les espacements. Au niveau de l'enrobage, vous allez aussi pouvoir sélectionner un enrobage donc avec les réglages comme dans RF Concrete Surface, donc pour trouver la même interface. Vous pouvez venir effectuer vos réglages ici par rapport au projet. Et derrière, donc, vous allez avoir automatiquement l'enrobage qui va être calculé, l'enrobage minimal qui sera calculé selon la norme. Vous pouvez également régler le mode de distribution des armatures. Donc ici, je vais rester avec une distribution optimisée. Vous pouvez également faire une distribution symétrique ou une distribution aussi uniformément en périphérie de la section. Vous pouvez également intégrer des armatures secondaires. Par exemple ici, je vais mettre un espacement maximal entre les barres d'armature secondaire de 150 mm. Ici, les armatures minimales, elles vont être définies, elles vont être calculées selon les paramètres vont être définis selon la norme. Cette partie-là, joint de cisaillement, donc sera spécifique au cas où vous aurez des nervures dans votre modèle. Ici, ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez également faire les réglages sur cette partie-là quand vous avez des nervures et que vous voulez prendre en compte le joint de cisaillement entre la dalle et la poutre nervure. Et ensuite, on retrouve les réglages spécifiques à l'ANF EN 92. Donc ici, je n'ai rien à modifier sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, ce sera les réglages à effectuer ici sur ce modèle-là. Ok. Donc pour gagner du temps, je vais passer là directement sur le modèle où j'aurai déjà tous mes résultats. Point important, c'est qu'ici, avec RF Concrete Members, on peut calculer des poutres courbes. Donc je vais passer maintenant sur le modèle où j'ai déjà tous mes résultats. Voilà. Donc ici, si je retourne dans RF Concrete Surface, ici, on retrouve des vérifications avec les résultats sur les armatures requises, et les vérifications à l'état limite de service. Donc ici, on a les vérifications par rapport aux contraintes dans le béton, les contraintes dans l'acier, et également ici le contrôle d'ouverture des fissures. Si par exemple vous souhaitez avoir plus d'informations sur les données ou les résultats intermédiaires qui ont permis d'aboutir à ces résultats-là, donc ces résultats-là, c'est les points qui sortent les ratios max. Donc là, on a les références des points de surface ici. Et après, dans la zone inférieure, ici, de la fenêtre, vous avez le détail. Donc là, par exemple, si je regarde par rapport aux contraintes du béton, ici, je vais retrouver toutes les données intermédiaires qui ont permis de donner ces résultats-là. Aussi, si vous souhaitez rentrer plus dans le détail, vous pouvez appuyer sur le point I d'information et là avoir tous les détails de calcul. Donc pour les surfaces. Et si vous souhaitez passer ensuite à une autre vérification, vous le pouvez. Et ensuite, par exemple, vous voulez passer au point suivant, vous pouvez également changer le point. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple là le point jaune ici se déplace au fur et à mesure que je clique ici, les données se modifient et la référence de point ici de maillage est également modifiée. Et vous avez les résultats à chaque point. Ok. Voilà, ça sera la même chose pour toutes les références ici. Vous pouvez regarder les résultats max aussi par surface. Et vous pouvez également consulter les résultats de RF Concrete Surface graphiquement. Donc là ici,
quand vous mettez sur RF concrète surface dans la liste déroulante, vous avez dans la partie résultats tous les résultats spécifiques au module avec les informations par rapport, ici on affiche actuellement les armatures requises par rapport à l'analyse ELU, ELS. Donc là, ce sont les armatures par rapport à S1 dans la direction 1. Donc là, vous avez la direction des armatures qui est affichée par la petite flèche rouge. Et pour le côté supérieur, donc le côté supérieur, c'est le côté Z-, en local. Donc là, ça sera à l'intérieur la zone à l'intérieur du château d'eau, la paroi intérieure. Et là, donc si je regarde AS1 inférieur, je serai sur la paroi extérieure. Et dans les deux directions, on peut contrôler. Voilà, ensuite si je veux voir les ratios qui ont été calculés, je peux également les afficher. Donc ça me permet aussi de voir directement sur le modèle où sont éventuellement les concentrations de contraintes, quelles sont les zones peut-être à optimiser ou à renforcer. Notamment ici on peut voir que peut-être que garder une épaisseur constante ici sur tout ce niveau-là n'est peut-être pas nécessaire. Donc ça, on pourra éventuellement du coup décomposer cette partie-là en plusieurs éléments d'épaisseur différentes. Pareil, contrôler les contraintes d'acier ou bien encore contrôler l'ouverture des fissures au niveau des surfaces. Et vous retrouverez plusieurs sous-parties de résultats pour rentrer un peu plus dans les détails de résultats de RF concrète surface et afficher tous ces résultats graphiquement au niveau du modèle. Sachant que ces affichages de résultats, vous pouvez ensuite les récupérer pour la documentation du rapport d'impression. Je passe ensuite à RF Concrete Members. Donc là, même chose. Une fois que vous avez lancé le calcul, vous allez avoir les informations par rapport aux armatures requises, par section, par barre, par position. Et vous allez aussi donc avoir les armatures prévues avec un affichage ici de la répartition des armatures. Donc là on est sur les armatures pour la zone ici en haut du fût. Et ensuite si je regarde la zone en supérieure ici, on a donc cette répartition d'armatures. Donc ça après vous pouvez venir double-cliquer dessus pour effectuer des modifications. Donc là j'ai cette partie-là et je peux venir éventuellement effectuer des modifications. Il suffit de double-cliquer sur les armatures pour venir personnaliser ces données-là, cette répartition. Ou bien après vous pouvez faire une modification générale par rapport aux armatures. Par exemple, je veux modifier le diamètre utilisé pour les armatures supérieures. Je peux venir directement ici ajuster mon diamètre. Ok. Pareil pour les armatures pour les cadres. Vous aurez le même principe de réglage qui est possible. Et ensuite, vous allez avoir la vérification ELU, la vérification ELS, pardon, avec le contrôle des contraintes dans le béton, dans l'acier et le contrôle d'ouverture des fissures. Et vous allez retrouver également les détails ici pour les différents points contrôlés. Ok. Et comme pour RF concrète surface, vous avez aussi les résultats graphiques qui sont disponibles. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, afficher les armatures supérieures, inférieures, avec sous forme de graphe. Vous pouvez également afficher les différents résultats intermédiaires ou les résultats qui ont servi pour le calcul d'un RF Concrete Members. Les efforts normaux, les moments.
Vous avez ensuite les rapports de vérification qui sont disponibles et vous avez possibilité aussi d'afficher l'affichage du rendu des armatures sur le modèle. Ok. Donc voilà pour cette partie-là au niveau de la vérification. Donc après, vous pouvez poursuivre l'optimisation, poursuivre le calcul sur le projet. Tout à l'heure, par exemple, je vous disais que vous pouviez, par exemple, décomposer ces éléments-là en plusieurs niveaux, plusieurs surfaces. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles facilement au niveau du modèle. Donc ça, je peux vous le montrer juste après. Comment faire ce réglage-là. Donc sur la partie vérification, ce sera tout pour ce webinaire. Et pour la création éventuellement de la décomposition des éléments, vous pouvez par exemple, soit vous partez directement lors de la création du modèle, vous voulez par exemple diviser, vous pouvez les créer, là on va faire juste une coupe, par exemple ici, par rapport au bout du fût à une hauteur de 3 mètres, donc par là, vous voulez décomposer pour avoir deux surfaces d'épaisseur différentes. Donc là, vous pouvez par exemple, si vous partez de la création du modèle, donc on a fait une rotation, vous pouvez par exemple ici diviser la ligne à une distance, donc projeter selon l'axe global Z. Donc là, par rapport à la ligne, c'est en fin de ligne, à 3 mètres. Ok. Et puis ensuite, faire comme on a fait tout à l'heure, la rotation. Donc cette fois-ci, l'axe de rotation est ici. Là, je vais faire juste 1, 2, 360. Ok, ok. Et donc là, vous avez bien deux surfaces différentes et vous pouvez venir régler différemment l'épaisseur de surface supérieure, par exemple à 200. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités. Ou après, vous pouvez aussi passer par des intersections entre surfaces. Et donc là, par exemple, vous avez déjà construit votre modèle. Vous voulez faire la coupe ici. Vous pouvez le faire directement. On va créer une surface. On va se positionner on va repositionner le plan dans la zone qui nous intéresse. Donc là, je reprends celui qui est à côté pour la position du plan. Je vais créer une surface qui va couper ici le cône de la cuve. Pardon. Donc là, une surface nulle qui passe de là à là. Donc là, je coupe bien le cône de la cuve. Et puis là, je vais sélectionner, hop, pardon. Je vais sélectionner les surfaces et la surface que j'ai créée qui coupe le cône. Et ici, au niveau des surfaces, je vais demander à créer l'intersection. Ok. Et maintenant, ici, si on regarde, j'ai une surface haute et une surface. Voilà. Ici, j'ai une surface en haut, une surface en dessous. Et je vais juste venir désactiver ces éléments-là qui m'ont servi à faire la coupe. Donc, je vais désactiver le composant. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir modifier la propriété de l'épaisseur de ces surfaces-là à 200, comme celui qu'on a fait juste à côté. Je raffiche avec le code couleur. Et donc là, j'ai bien fait des surfaces différentes à partir du modèle initial. Donc là, c'est des choses qui seront effectivement possibles en fonction des découpages que vous voulez faire. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce webinaire et cette partie de modélisation. Donc si vous avez souhaité plus d'informations sur le logiciel, sur les logiciels de Delubal Software, je vous invite à consulter donc notre site internet, à vous rendre sur delubal.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube
sur Twitter. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos nouveautés et de nos événements. Et vous retrouvez également, chose importante, sur notre site, plusieurs articles techniques qui pourront être utiles pour vos projets. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail à info@delubal.fr et également par téléphone au numéro indiqué ici. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.